je vais démarrer par les actualités normatives. Alors, bien entendu, il s'agit d'amiante, il s'agit, vous l'avez compris pour ceux qui sont là, on va parler tout de suite, on ne va pas refaire l'histoire, on va aller tout de suite dans des points d'actualité qui touchent les participants ici et qui pourraient les toucher dans d'autres domaines. Je vous comprendrai pourquoi. 1er octobre 2017, entre en vigueur la version 3 de la norme 46020, donc qui a été débattue entre 2000 et 2002 et qui a eu sa première édition en 2002, révision 2000, donc deuxième édition en 2008 et troisième édition en 2017. Norme sur le repérage amiante qui était quand même très attendue, cette révision depuis plusieurs années. 11 octobre 2017, hier, première réunion de la nouvelle commission consacrée aux installations. Il faut dire à travers le mot installation, installation industrielle, et tout ce qui peut générer une activité, mais qui n'est pas ni un immeuble bâti, ni un navire, ni un flottant, mais tout le reste. Donc c'est un petit peu la commission voiture-balai. Cette commission a créé donc plusieurs groupes de travail, et elle va donc préparer une norme pour pouvoir compléter et de servir d'appui, on le verra juste après en réglementaire, au fameux décret du 9 mai 2017 qui instaure maintenant 6 types de diagnostics selon le type d'activité de l'immeuble ou des meubles. Le 12, c'est aujourd'hui, on avait une consultation justement sur la prochaine commission en train de se mettre en place. On aura donc comme ça 5 commissions qui vont se mettre en place en plus de la commission 46D qui a généré la 46020. Donc celle-là, c'était jusqu'à hier, enfin jusqu'à aujourd'hui, la consultation, pour savoir si les différents experts de AFNOR contactés sont intéressés pour rejoindre la commission sur autres immeubles que les immeubles bâtis, terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport. Voilà, donc ça on va expliquer les tranchées, les routes, les ouvrages d'art, qui sont donc ni des immeubles bâtis, ni des immeubles, et qui sont effectivement des autres immeubles que les immeubles bâtis. Donc ça, c'est les 3 dates en ce moment qui sont importantes d'un point de vue normes. Les plus importants, bien entendu. Alors, réglementaire. Je reviens sur, c'est pas tout à fait d'actualité, mais bien sûr c'est d'actualité pour les normes, le décret du 9 mai donc 2017, le décret 2017-899 relatif au repérage de l'amiante dans certaines opérations. Le terme là aussi a été changé, on n'est plus dans les interventions, on est dans les opérations. Alors c'est le décret qui prévoit 6 domaines d'activité, qui va donc modifier le code du travail et qui va surtout refondre le 44-12-97 en différents sous-tirets et expliquer vraiment comment on mène une opération de repérage et ce que doit chacun faire, le donneur d'ordre, l'opérateur, rentre dans un diagnostic de repérage amiante, toute catégorie, selon les 6 activités. On a donc, en complément de ce décret, on avait d'autres décrets qui étaient en révision, celui du 3 octobre 2017, qui est celui qui révise les navires. Certains le savent, certains ne le savent pas, mais on a effectivement une recherche d'amiante depuis 1998 dans les navires, comme on l'avait dans les immeubles bâtis. Ceci dit, depuis 1998, ça n'avait pas été modifié, donc là on vient de modifier, on vient de refondre un petit peu pour les navires, et sachant qu'effectivement, dans un navire, on ne regarde pas les murs, on regarde les coques, bien entendu, mais on est dans la même logique de nettoyage des décrets avant de publier les arrêtés. Alors, les projets, on a 6 arrêtés d'application du décret du 9 mai, celui dont on vient de parler, qui sont en cours d'écriture. Alors, on attendait celui sur l'immeuble bâti avec l'apparition de la norme avant fin 2017. Le pôle amiante du ministère du Travail nous a fait comprendre différentes interventions. C'était encore rappelé le 10, donc il y a 2 jours, à Paris, qu'il faudrait quelques mois de plus pour sortir cet arrêté. Ce qui veut dire que l'arrêté n'étant pas paru, le décret du 9 mai ne s'applique pas dans sa version du 10 mai 2017, mais on garde sa version antérieure. On va donc aussi réviser le fameux décret du 4 mai 2012, et donc ces différents attendus, y compris les arrêtés du 7 avril, et du 8 avril et du 7 mars, les arrêtés sur la prévention des risques en présence d'amiante, donc tout ce qui va générer les protections collectives, qui va refondre les protections collectives et les protections individuelles, c'est en révision aussi, et ça, ce sera plutôt 2019. Depuis un certain temps, on attend aussi la révision de l'arrêté du 6 mars 2003, identification de l'amiante dans les matériaux et les produits. Alors pour 2 raisons, parce qu'effectivement les techniques ont évolué, mais aussi pour la seconde raison, c'est que cet arrêté ne concernait que l'immeuble bâti.
Or, avec la refonte du Code du travail et donc le DIAG avant travaux, on est obligé de rendre cohérent cet arrêté du CIBAR sur l'ensemble des produits et matériaux contenant de l'amiante, dans l'ensemble des supports potentiels, donc y compris les articles, les meubles, les navires et les avions. Voilà pourquoi cet arrêté aussi est en cours de révision. Alors, les actualités. Un petit point sur les événements dont on a bien sûr parlé cette année. 14 juin 2017, incendie de la Grenfell Tower. Bon, tout le monde n'a pas besoin de s'étendre là-dessus, on a tous compris ce que c'était. Le 19 juin, le ministère de la Cohésion des Territoires charge le CSTB d'une mission d'expertise sur l'évaluation de la réglementation incendie. Ça, par contre, je ne sais pas si dans l'auditoire, on a tous bien compris la valeur de ce rapport. En gros, le ministère dit est-ce que ça peut arriver en France? Ça peut arriver en France dans le neuf ou dans la réhabilitation des immeubles d'habitation collective. Là, on rejoint typiquement notre séminaire. Est-ce qu'un immeuble de type Grenfell Tower peut brûler en France? On le verra juste après dans les conclusions. Le CSTB donc, avait 10 jours pour écrire ce rapport. Le 29 juin, remise du rapport. Il faut peut-être dire aussi que, sous-entendu, ce rapport traînait depuis 18 mois et qu'il était urgent de le finir. Mais ça fait quand même 18 mois qu'on entendait parler d'un rapport sur les risques incendies dans les immeubles d'habitation, pas seulement les IGH, puisque ça va traiter, bien entendu, l'ensemble des catégories d'habitation. On y revient. Donc les conclusions du rapport, je cite 2 conclusions sur les 3 qui me paraissent les plus fondamentales pour notre débat d'aujourd'hui. Conclusion de l'analyse réglementaire. Hein, bien entendu, on fait une conclusion sur l'existant. Les 2 conclusions, les titres, bien entendu, si vous avez l'accès à ce rapport, et on le mettra en lien en podcast sur cette émission, je le lis. Une absence de texte réglementaire pour la prise en compte du risque incendie dans les travaux de rénovation des bâtiments d'habitation hors JH. Donc il y a une absence de texte réglementaire. Effectivement, en réhabilitation, il n'y a pas de texte réglementaire. Il y a une circulaire qui n'est même pas d'application réglementaire. Pour la réhabilitation. Pour le neuf, c'est autre chose. Alors, pour le neuf, des niveaux d'exigence réglementaires doivent être revus. Alors, ils existent, mais ils doivent être revus en priorité pour les bâtiments de 3e et 4e famille, donc les plus gros en dehors des IGH, donc moins de 50 mètres. Ces immeubles bas doivent effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait des lacunes, même pour le neuf. Donc, pour la réhab, il n'y a rien, c'est un manque. Pour le neuf, il y a des choses, il va falloir les revoir. À l'éclairage de l'incendie de la Grenfell Tower, mais bien entendu, on est très franco-français. Et le plus que ce qu'on pense aujourd'hui, que nous, dans le débat, c'est ce que n'aborde pas le rapport sur notre sujet de prédilection. À l'occasion de la rénovation des façades d'immeubles d'habitation collective, le curage des matériaux aux produits amiantins est-il pratiqué? Le rapport ne se prononce pas. Or, vous savez très bien qu'il y a un lien étroit entre la présence d'amiante et le risque incendie. On aurait pu parler de ce risque incendie et de la présence d'amiante. Le rapport, ce n'est pas sa charge, il ne se prononce pas. Alors bien sûr, vu que cette question n'a pas été abordée, question subsidiaire, où peut-on trouver de l'amiante dans les façades d'immeubles d'habitation collective? On parle bien des façades. Donc ce sera peut-être un débat qu'on aura aujourd'hui. En fait, où on peut trouver de l'immeuble, de l'amiante dans les façades d'immeubles, hein, pour rester dans le sujet de la Grenfell. Alors, une actualité opportune. On est ici dans un haut lieu de l'architecture. Le 13 septembre 2017, Paris décroche l'organisation des Jeux Olympiques. Je pense que tout le monde était informé que Paris a décroché. Le 19 septembre, le conseil syndical des copropriétaires de la Tour Montparnasse choisissent le lauréat de concours international d'architecture qui déclare ce lauréat, équipe franco-française, au 44e étage de la Tour Montparnasse. Ils ont leur bureau au 44e étage, donc ils savent de quoi ils parlent. Nous avons souhaité en faire l'icône de la révolution énergétique. La Tour Montparnasse est l'icône de la rénovation énergétique. Vous pouvez tous penser pourquoi. Je pense que tout le monde a la vision de la Tour Montparnasse, cette grande tour de verre qui était construite en 1973. L'opération, de plus de 300 millions d'euros, prévoit le curage définitif de l'amiante. De là, penser que s'il n'y avait pas eu les Jeux, on n'aurait pas eu la tour, je pose la question. Bon, j'ai la réponse, hein, bien entendu, mais je pose la question. Heureusement qu'on a eu les Jeux. On peut enfin finir le désamiantage de la Tour Montparnasse. 90% de réalisé sur ce qui est connu, 10% de réalisé sur ce qui est connu, plus tout ce qui n'est pas connu, notamment les joints de façade. Donc je vous laisse comprendre ça. Actualité ultramarine. Le 6 septembre, vous le savez, l'ouragan Irma ravage une partie de l'archipel des Antilles, suivi de Maria. Donc 2 ouragans
à la suite, pas forcément sur le même territoire, mais quasiment là, toutes les Antilles sont balayées. Le 15 septembre, nomination du délégué interministériel à la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Alors c'est important parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas assisté à une délégation interministérielle à la reconstruction. Il faut savoir qu'en France, en 1945, il y a eu effectivement un secrétariat à la reconstruction. Parce que dommage de guerre. Là, on est dommage, évidemment, on peut comprendre, c'est quand même assez ravageant. Il pourrait y avoir, sur le problème de l'amiante, un secrétariat au désamiantage. On est vraiment dans une session de patrimoine qui est, en termes de coûts et en termes d'inventaire des matériaux et des produits, au même niveau que la reconstruction. On doit faire aujourd'hui, depuis 1997, l'inventaire, 96, mais 97 l'interdiction, l'inventaire de tout type de matériaux et produits contenant de l'amiante dans son bâtiment. C'est un inventaire qu'on fait, pour pouvoir tracer, bien sûr, la disparition et la remise en état, mais surtout pour dégager la responsabilité des donneurs d'ordre, des propriétaires et des maîtres d'ouvrage, quand ils font des travaux, pour dire, ben voilà, je savais qu'il y en avait, je l'ai enlevé, je l'ai conservé à tel endroit, et je ne pouvais pas être considéré comme responsable en cas notamment de sinistre, puisque je sais. C'est aussi ça, le DTA. Savoir, donc s'excuser. Alors, le duplex, donc je présente vite fait donc, Laurent Albin, mais apparemment ça va être difficile. PDG de l'agence contrôle technique immobilier et de formation, de retour le 29 septembre d'une mission en Guadeloupe. Sa petite contribution que je présenterai donc juste après la pause s'appelle « Antilles, loin des yeux, loin du cœur de la problématique amiante ». Sa mission, bien sûr, n'était pas sur l'amiante, c'était de voir un petit peu comment on pouvait intervenir pour la mise hors d'eau, hors d'air des bâtiments, la reconstruction, le nettoyage. Et la problématique amiante, elle n'est pas du tout intégrée aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'il dit. D'autres nous en parlent aussi, on a des contacts et les membres de Réseau Plus qui sont en ce moment en Guadeloupe. Le déblaiement, la reconstruction, on n'a aujourd'hui aucun avis ou priorité, aucune priorité sur l'état des gravats et la présence d'amiante dans les gravats, la présence d'amiante dans les bâtiments. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Hein, c'est silence radio. Alors, on va essayer d'en parler, nous ici, toute la journée. Alors, à cette occasion, en tout cas de ce contact, il y a plusieurs membres de Réseau Plus et d'autres qui sont intéressés par cette question. Le 14 septembre dernier, j'ai posé la question à ceux qui étaient pour en témoigner au PRDA sur la présence d'amiante dans les Antilles et ce qu'on pouvait y faire. Depuis, on a eu quelques contacts et j'ai reposé la question au ministère du Travail sur est-ce que l'inspection du travail avait les moyens. Donc j'ai depuis écrit une question ouverte et qui a été diffusée au secrétaire de l'Élysée. Donc l'Élysée a reçu cette question ouverte. Alors il y a une présentation et voilà la question en 3 points. Quels sont les moyens ou les mesures d'urgence qui ont été diligentées pour garantir aux populations l'absence de risque d'exposition aux fibres d'amiante dans les territoires sinistrés par les ouragans Irma et Maria? Deuxième point de la question, le respect de la réglementation française en matière de maîtrise des risques sanitaires est-il à ce jour garanti, exigible et opposable dans les territoires ultramarins? Et la troisième, ne serait-il pas opportun de mobiliser les moyens du plan de recherche et développement amiante pour pouvoir diligenter une mission d'évaluation des moyens et des mesures efficients spécifiques à la situation des Antilles, puisqu'on a bien une situation spécifique. Voilà pour ce moment d'actualité.